Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter du cas de Venom 3, alias Venom The Last Dance. On va voir ce que le film installe, ce que cela dit pour l'avenir du MCU. On va parler de Null, de Spider-Man 4 ou encore bien évidemment de la fin du film et des scènes post-génériques. Vous vous en doutez donc, mais je vous préviens dès à présent, la vidéo va complètement spoil le contenu du film Venom 3 The Last Dance. Donc voilà, si vous comptez aller le voir, je vous encourage à le faire avant de regarder cette vidéo. Pour le reste, eh bien je vous propose que l'on rentre directement dans le dur, il y a pas mal de choses à dire, donc voilà, ne tardons pas plus longtemps et commençons. Tout d'abord, parlons un peu du contenu du film. Venom The Last Dance incarne le grand final de la trilogie portant sur les aventures de Eddie Brock joué par Tom Hardy, accompagné de son symbiote. C'est pourquoi le film, déjà bien avant sa sortie, nous était présenté comme une conclusion. Un film portant sur une forme de fin. Et naturellement, pour cette occasion, Sony a souhaité ramener plusieurs éléments forts de l'histoire de Venom. Déjà, on peut relever la mention répétée du terme Lethal Protector. Alors, c'est plutôt marrant car on en parlait dans la dernière vidéo sur le sujet, mais comme je vous disais, Sony nous propose pour la première fois dans l'histoire des films une adaptation de Venom en tant qu'anti-héros. En fait, Venom est né à l'origine d'un désir de renouveau pour le très célèbre Spider-Man en fonction depuis déjà plus de 20 ans dans les comics. C'est donc durant la première Secret Wars, parue en 84, un événement majeur qui va bouleverser le monde des comics et amener beaucoup de nouveautés, que l'idée d'un nouveau costume noir, extraterrestre, capable de se lier à son hôte, va arriver sur la table. Inévitablement, de par sa nature, ce costume prendra un rôle d'antagoniste, un rôle assumé lorsque Marvel fera le choix de le relier à Eddie Brock, un journaliste déchu très désireux de se venger de Spider-Man à ce moment-là. Sauf que les années 90 vont tout changer. Un nouvel effet de mode a fait son apparition. On va éviter d'aller trop dans les détails, mais c'est une ère qui va pousser les anti-héros au devant de la scène et c'est une tendance que l'on va largement retrouver chez Marvel Comics, avec des personnages ultra populaires à cette période comme Wolverine notamment, le Punisher ou Cable si vous voulez un autre exemple. Et dans un souhait de surfer sur cette vague, cela va être l'occasion pour Venom d'avoir enfin sa toute première histoire solo, j'ai nommé Venom Lethal Protector. Une histoire qui va largement inspirer le film, puisque dans ce récit, nous faisons face à un Eddie Brock portant le symbiote, très désireux de se racheter et de trouver une forme de rédemption. C'est ici la première fois que Venom nous sera présenté comme un anti-héros. Il va même faire une trêve avec Spider-Man. Et c'est dans cette histoire qu'Eddie va devoir faire face à la Life Foundation, une société qui va souhaiter expérimenter le symbiote et donner naissance à 5 autres. Agony, Phage, Riot, Leisure et Scream. Malgré l'histoire de base, l'adaptation de Sony va quand même bien évidemment nous proposer quelque chose d'assez différent. La Life Foundation est adaptée en projet Imperium, une organisation qui collecte les symbiotes tombés sur Terre. On y retrouve d'ailleurs le général Strickland, normalement connu sous le nom de Rex Strickland, un personnage apparu dans les comics Venom en 2018, ou encore le Dr Payne, à l'origine Thaddeus Payne, un scientifique malfaisant insensible à la douleur ou le toucher suite à un accident. Au niveau des symbiotes, Leisure, tout comme dans les comics, est bel et bien présent. Nous avons même eu Sadie, la jeune fille qui va se lier au symbiote dans Carnage Absolu de 2019. Il y avait également Phage, Toxin, lié à Mulligan, bien qu'il soit différent de celui des comics. Il y a eu l'apparition du concept symbiotique hybride, qui est normalement une fusion de plusieurs symbiotes, et additionné à ça, il y a eu des symbiotes un peu atypiques. Il y en avait un tout blanc notamment qui m'a fait beaucoup penser à Anti-Venom, mais bon, je ne pense pas qu'ils auraient amené Anti-Venom dans ce film, c'est peut-être juste une ref. Néanmoins, contrairement à l'histoire de base proposée sur papier, les symbiotes nous sont tous présentés comme de bonnes entités. Et ça, c'est parce que pour le grand final de Venom, Sony a souhaité nous ramener le Big Boss, un cas qu'il va falloir que l'on traite très sérieusement, c'est le dieu des symbiotes, Null. Contre toute attente, Null est probablement le personnage le plus comics accurate du film, celui qui respecte le plus ce qu'il est à l'origine sur papier. Null, c'est l'incarnation du Void, du néant.
Plus vieux que l'univers, il est issu, d'où son nom, du vide primordial, avant que la lumière et la création, matérialisées par le Big Bang et la naissance de l'univers, apparaissent. Un événement propagé par l'intervention des célestes, des êtres cosmiques créateurs et régulateurs de l'existence. Le moment qui va tout changer, eh bien, c'est quand les célestes, face à ce que représente Null, soit l'opposition naturelle de la lumière et de la création, vont lui accorder un titre et un pouvoir qui symbolisent un rôle crucial à jouer au sein de l'équilibre du multivers. C'est le King in Black. Sauf que l'entité malfaisante va totalement rejeter cette responsabilité et utiliser ce titre, et les pouvoirs qui vont avec, pour son objectif personnel. C'est-à-dire ramener l'univers à son état d'origine, éteindre la lumière et propager les ténèbres. Une quête qui va propulser Null et son tout premier symbiote en forme d'épée, All Black, la Necrosword, en tant que l'un des plus massifs antagonistes jamais connus du monde de Marvel. Sincèrement, ils ont tout appliqué concernant Null dans le film. Il se présente en tant que dieu du néant, du vide, le trancheur découpeur de monde, que la lumière a envahi son propre monde, soit le néant, le vide, et pour justifier l'arrêt de ses conquêtes, tout comme dans les comics, ils ont amené Clintar et la rébellion des symbiotes. Ce n'est pas précisé dans le film il me semble, mais Clintar, dans le langage des symbiotes, cela veut dire prison. Grâce à son pouvoir, octroyé par le titre King in Black, Null est en capacité de générer des formes de vie inorganiques, dont le but est d'éliminer toute vie existante et dont il aura le contrôle total. Ce sont les symbiotes. Sauf qu'après des années de conquête, Null va perdre le contrôle sur une grande partie de ses enfants, qui vont s'attacher à de nouveaux hôtes, et donc assimiler de nouvelles émotions ou caractères. Ce qui va leur faire réaliser que leur dieu est une véritable entité malfaisante et très dangereuse. Et c'est par millions qu'ils vont se réunir pour le neutraliser et l'enfermer dans une cage symbiotique, Clintar. Voilà, maintenant que l'on a posé toute cette base, tout ce contexte, on va pouvoir passer à la partie croustillante de la vidéo et celle que vous attendez tous, je pense. C'est l'explication de la fin du film et du coup des scènes post-génériques. Null réapparaît dans la première scène post-crédit de Venom The Last Dance, nous révélant que ce dernier est finalement libéré de sa prison. Il annonce que notre champion est désormais mort en parlant de Venom, que la planète va enfin lui appartenir, il va par la suite officialiser son titre de King in Black en précisant qu'il est enfin réveillé avant de nous avertir que l'on va le regarder tout brûler et tuer tout le monde. Qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire ? Avec cette scène post-générique, Sony met clairement en place le récit qui a beaucoup fait parler récemment suite aux rumeurs en lien avec les films Spider-Man. C'est l'adaptation de l'événement King in Black. Déjà, la mention que le King in Black est réveillé est très importante, car c'est ici une référence aux prémices de cet événement majeur des comics. Contrairement aux xénophages du film, c'est Carnage qui, récemment ressuscité et sous l'influence de Null, va traquer les autres symbiotes pour obtenir leur codex, des fragments d'ADN de symbiotes qui vont servir à affaiblir la cage de leur créateur. Et bien évidemment, je vous vulgarise, mais Eddie et Venom sont liés aux dernières pièces manquantes du puzzle. De toute façon, je vais vous faire un pourquoi Null est si unique très prochainement. Et à la fin de l'arc Absolute Carnage, avec suffisamment de codex en poche, Null se libère de sa prison, qui explose en millions de symbiotes et entame de nouveau sa conquête qui va se matérialiser en l'événement King in Black. Le moment où Null, en plein apogée, débarque sur la Terre pour l'envahir totalement et la plonger dans les ténèbres avec son armée de symbiotes. Le fait qu'il dénomme Venom comme un champion est justement une référence à ce conflit planétaire, puisque dans les comics, Eddie et Venom sont les véritables héros de cette histoire. Désignés implicitement comme des champions, Venom va s'imprégner de la force Enigma, faisant de lui le Captain Universe, l'élu du dieu de la lumière. Mais maintenant, pour les films, qu'est-ce que cela promet ? Eh bien, c'est là que l'on va débattre tous ensemble, et je suis très curieux de voir votre avis, que ce soit sur le film ou l'implication de Null. Je le dis sans médisance ou malveillance, on est simplement dans de l'analyse et de la théorie, mais je pense que Null est avant tout introduit dans ce film pour servir les plans de Sony par rapport à l'avenir et le MCU. Ce que je veux dire par là, c'est que Venom jouait un rôle très important pour le Sonyverse. Quand Sony et Disney ont
effectué leurs accords pour que Spider-Man intègre le MCU, Sony en a profité pour proposer des films de leur côté, en lien avec le lore de Spider-Man qui symbolise leur propriété. Et jusqu'à maintenant, Venom en était la grande star. Et pour cause, le premier film en 2018 a extrêmement bien marché. Le personnage a toujours été une entité ultra populaire de la saga Spider-Man, et étant donné les liens entre les studios, Sony en a profité pour jouer sur l'aspect multivers, émettre l'idée que les univers étaient connectés, et tout ça s'est validé à la sortie de Spider-Man No Way Home. Cependant, avec le temps, on arrive quand même à une forme de point de bascule. Spider-Man est un héros qui a vécu beaucoup d'itérations. Beaucoup d'éléments des comics ont été adaptés dans les films, et au bout du compte, le fait que Sony développe à fond tous les personnages secondaires de l'histoire de l'homme araignée dans des films indépendants, cela freine d'une certaine manière le bon développement de Peter Parker, car en même temps, il faut faire garder en tête que les univers sont connectés. On propose des films Venom par exemple, mais on ne va pas en amener un autre dans le MCU. Parce que, justement, le nôtre pourrait se connecter à cet univers déjà, et il faudrait éviter de créer une concurrence non nécessaire entre deux variants. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où l'on répond à la fin du film, mais tuer Venom dans le Sonyverse, c'est donc permettre aux petits morceaux de symbiote laissés dans Spider-Man No Way Home, car Venom The Last Dance nous a prouvé que le symbiote a laissé un morceau dans les deux univers, de nous teaser l'arrivée véritable d'un nouveau Venom dans 616, le MCU. Et pour aller dans ce sens, The Last Dance nous a proposé à la fin une forme d'ouverture par le biais de Dr. Payne lié au symbiote Agony, au cas où dans le futur, Sony souhaite continuer à développer l'histoire des symbiotes par le biais d'un nouveau personnage. A noter d'ailleurs qu'Agony et Payne ont totalement été réécrites dans le film. Les éclairs ou la super vitesse sont des ajouts et ne font pas partie des pouvoirs de ce symbiote à l'origine si mes souvenirs sont bons. Et d'ailleurs, petit mot sur la scène post-générique où l'on retrouve un cafard face aux débris du flacon qui contenait le symbiote Agony, mais c'est simplement une réponse à une conversation du film où nos protagonistes parlaient de la condition des cafards. Après, peut-être s'agit-il là également d'une référence au fait que Knull, au tout début de la création des symbiotes, utilisait des êtres inférieurs pour expérimenter ses pouvoirs. Bref. Mais du coup, pour en revenir à notre point de départ, même si c'est trop cool de se dire que ça y est, Venom va enfin pouvoir s'intégrer dans le MCU, et très certainement du coup dans les prochains films Spider-Man, de l'autre côté, le Sonyverse vient de perdre sa plus grande star, le personnage populaire qui a permis depuis des années de rappeler aux fans que Sony et le MCU, ce sont des univers interconnectés. Et c'est là où pour moi je pense Knull entre en scène. De la même manière que Venom a représenté pendant des années un souhait profond des fans de voir une connexion entre le symbiote et Peter Parker dans un même film, dans le même univers, Knull symbolise désormais cette nouvelle stratégie de Sony pour maintenir le lien entre les univers. Déjà, comme on l'a vu plus tôt, Knull est un personnage bien trop massif, bien trop lourd et bien trop puissant pour l'univers des films Venom. En plus de ça, Sony conclut le film sur l'éveil de ce dieu malveillant. Ils ont fait le choix délibéré de terminer là-dessus et de ne pas adapter l'événement majeur King in Black pour le film, mais justement l'arc qui se déroule juste avant ça. Maintenant, reste à voir comment ils vont appliquer tout ça. Le fait que Sony veuille à tout prix continuer des films Spider-Man en lien avec le multivers n'est pas quelque chose d'anodin en réalité. Pour le moment, le plus crédible d'après moi, c'est que Sony pourrait peut-être jouer pourquoi pas sur le concept de vide. Idée un peu folle, je l'admets, mais le film nous précise, si mes souvenirs sont bons, que l'univers baigne en quelque sorte dans le néant de Knull. Je pense que l'idée est ici de nous rappeler qu'étant donné qu'il est le dieu du vide, soit le rien du tout, il entre en opposition avec la création et l'existence. Et quand on prend le multivers, ce dernier à la base est composé de vide. Quand il commence, il n'y a rien. Et quand il se termine, c'est du vide. Sans oublier que même malgré l'existence, il y a aussi du vide entre les univers, d'une certaine manière. Peut-être est-ce un teasing pour créer l'idée que Knull serait une possible menace multiverselle. Ou bien sinon, l'autre option est peut-être la plus simple, c'est Secret Wars. Avec l'apport de la destruction des univers, le concept de Battle World et donc le regroupement de morceaux de réalité, Knull pourrait finir par atterrir dans l'univers 616,
tout simplement, installant donc cette menace dans le MCU. Dans tous les cas, King in Black est avant tout un événement majeur qui propose une apogée à Eddie Brock et en particulier Venom. Avec ce soft reboot du symbiote via No Way Home, Sony met désormais en place l'idée d'une sorte de contre-attaque, de vengeance. Knull a réussi à venir à bout de Venom dans le Sonyverse, mais c'est finalement une nouvelle itération du symbiote qui pourrait arriver à en venir à bout, et peut-être même, comme dans les comics, prendre sa place, mettant fin à l'arc symbiote de l'histoire de Spider-Man dans le MCU, un arc que l'on attend tous après celui du Spider-Verse. Et je pense que nous allons nous arrêter ici. J'espère de tout cœur que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible par rapport au film. N'hésitez pas à me faire un maximum de retours, je suis très curieux de vous lire. Avec tout ça, Spider-Man risque vraiment d'être très intriguant. Surtout que ça y est, là, Sony a officialisé que le film était placé entre Avengers Doomsday et Secret Wars. En attendant les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui me soutient énormément et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, c'était Argorock, ciao tout le monde.